Moi, je suis François Carré, je viens de Rennes. Je suis cardiologue et médecin du sport. Je vais vous parler donc de la place du screening cardiovasculaire pour la prévention des accidents cardiovasculaires liés à l'effort. Et comme vous l'avez vu, je vais vous parler des intérêts et des limites. Et vous verrez qu'à la fin, nous avons de grandes limites et qu'il ne faut arrêter quand quelqu'un, un sportif de haut niveau, a la malchance d'avoir un arrêt cardiaque sur le terrain, de dire « mais qu'est-ce que font les cardiologues ?» Les cardiologues, ils font que ce qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, je n'ai jamais dit que j'étais voyant. Je ne peux pas dire l'avenir de quelqu'un en examinant son cœur, dans l'immense majorité des cas. Donc ça veut simplement dire que ce n'est pas si simple. Je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier concernant cette communication. Et pour revenir un petit peu sur ce que vous avez dit, le professeur Chevalier, je reviens tout de suite sur un certificat d'absence de contre-indication, ce qu'on appelle le CACI, à la pratique sportive. Pourquoi ? Et à côté, je vous rajoute ce que dit Père Olaf Astrand. Je ne peux que vous encourager à aller lire Père Olaf Astrand. Certes, c'est quelqu'un qui a écrit et qui a travaillé dans les années 70, mais c'est quand même le pape de la physiologie de l'exercice musculaire. Et il le disait déjà en 83, que pour vivre en étant sédentaire et inactif, il fallait avoir une parfaite santé, qu'il faudrait délivrer un certificat d'absence de contre-indication à la vie sédentaire et active. Donc ça veut dire simplement que plutôt que perdre énormément de temps à faire un certificat d'absence de contre-indication au sport, on ferait mieux de proposer un certificat d'absence et de contre-indication à ce mode de vie, surtout dans un pays où on met la prévention, le principe de précaution en première ligne. Sachez quand même que la vie sédentaire inactive, c'est 50 000 morts par an en France. Beaucoup plus que le sport. Donc il faut qu'on garde ça en tête pour commencer. Après, la question se pose pour la pratique sportive, donc il faut se plier aux questions qui sont posées. Vous allez voir que la loi intervient dedans. Donc en fin de compte, le but pour le niveau cardiovasculaire, c'est de détecter une pathologie asymptomatique, donc la personne ne se plaint de rien, qui présente un risque d'aggravation et ou de complications lors d'une pratique sportive. Et bien sûr, le système cardiovasculaire est au premier plan, puisque le risque, le pire, c'est la mort subite. Quand vous avez mal dans un muscle derrière la cuisse, si on vous dit de vous freiner et que vous continuez, vous allez peut-être avoir un claquage. Si jamais vous avez une pathologie cardiaque que vous ne connaissez pas, vous pouvez, exceptionnellement, avoir un accident qui s'appelle la mort subite. Ce n'est pas tout à fait la même chose que le claquage. Donc l'enjeu n'est pas le même, et vous comprenez que des fois, on ne dit pas oui sans réfléchir et sans faire d'examen complémentaire. Alors on retrouve ce paradoxe dont je vous ai parlé. Quand je fais de l'activité physique modérée, c'est toujours bon pour le sport, et je sais que parmi vous, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en activité physique adaptée. Je vais vous en parler un petit peu à la fin de mon exposé. Mais il faut se rappeler que l'activité physique et sportive intense peut favoriser la survenue d'un accident cardiovasculaire qui va révéler une pathologie cardiaque. Et là-dedans, vous avez l'infarctus du myocarde, les troubles du rythme et puis la mort subite qu'on appelle plutôt aujourd'hui l'arrêt cardio-respiratoire, parce que quand vous faites un arrêt cardio-respiratoire, vous pouvez être réanimé et donc ne pas décéder. Eh bien, ce risque a été chiffré par une étude menée par le Club des cardiologues du sport dans les années 2010, et c'est Laurent Chevalier qui l'a publié. C'est 6,5 accidents cardiovasculaires sur 100 000 pratiquants en France en moyenne. Donc, vous voyez, c'est quand même très rare. Et là-dedans, j'ai ces 3 accidents dont je vous parle. Alors, je sais que vous allez avoir un exposé sur la mort subite, je ne vais pas vous en parler. Ce qu'il faut que vous reteniez quand même, c'est que quand on prend les arrêts cardio-respiratoires chez les gens qui font du sport, qui est concerné ? Eh bien, c'est l'homme de 45 à 50 ans qui fait du sport de loisir. Or, aujourd'hui, le plus souvent, on nous demande un certificat d'absence de contre-indication pour le jeune qui veut faire de la compétition. Alors que ce n'est pas lui qui est concerné par l'accident dans l'immense majorité des cas. Et l'homme, c'est l'homme. C'est-à-dire que les femmes sont très peu touchées par les arrêts cardio-respiratoires à l'effort, même si on n'a pas d'explication très précise sur cette différence. Alors bien sûr, je ne vais pas tout vous lire, mais vous savez qu'on est dans un pays magnifique qui a un petit défaut, c'est qu'il a l'habitude de tout compliquer. Avant, c'était très compliqué, on demandait un certificat d'absence de contre-indication pour la pratique du sport en compétition à tout le monde, tous les ans. On a trouvé que c'était une surcharge de travail pour les médecins généralistes. Je n'en disconviens pas, c'est vrai. Et on s'est dit, on va simplifier. Alors pour simplifier, on a d'abord dit, eh bien maintenant, ce ne sera plus tous les ans, ce sera tous les 3 ans, et entre-temps, on fait un questionnaire, sauf dans certains cas. Toujours pareil, il y a toujours des saufs dans la loi française. Et puis maintenant, on vient de rechanger en 2022, et alors là, c'est encore le summum. Pour les adultes, il n'y a plus besoin de certificat d'absence de contre-indication.
sauf si la fédération en demande un. Vous vous rendez compte? La loi, il n'y en a plus besoin, mais si la fédération en veut un, elle peut le demander. Donc les fédérations sont toutes en train de plancher actuellement pour savoir est-ce qu'elles vont en demander un ou pas. Alors j'imagine la situation, je joue au handball, on me demande un certificat d'absence de contre-indication, l'année d'après je joue au volleyball, on ne m'en demande pas. C'est quand même ça qu'on risque d'avoir. En réalité, c'est ce qui vous est marqué, si vous voulez faire de la compétition, une fédération sportive peut être, enfin pour avoir la licence, par une fédération sportive, ça peut être subordonné à la présentation d'un CACI. Ça dépend des médecins de cette fédération qui vont proposer aux élus de faire ou pas une visite d'absence de contre-indication, et les élus, bien sûr, décideront si c'est oui ou si c'est non. Alors pour l'instant, on n'en sait rien, parce que les fédérations n'ont pas répondu, donc on reste sur le certificat tous les 3 ans. Ça concerne les adultes. Et bien sûr, pour les mineurs, c'est différent. Et pour les mineurs, il n'y a plus de certificat d'absence de contre-indication, il n'y a plus de visite d'absence de contre-indication. Ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on part du principe que je ne trouve pas stupide, à condition que les mineurs aient toutes les visites qui soient recommandées, puisqu'on est actuellement, selon la nouvelle loi, environ, depuis la naissance jusqu'à 18 ans, à 20 visites médicales, et on part du principe que le médecin, lors de ces 20 visites, va demander à l'enfant ou à ses parents, est-ce que votre enfant fait du sport? Oui. Le médecin va cibler sa visite pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication, et non, il ne va pas faire les examens particuliers. Donc voilà où on est actuellement, et il va falloir que chaque fois que l'enfant va re-signer une nouvelle licence, on réponde à un questionnaire avec ses parents. S'il répond oui à une question, il doit retourner voir le médecin. Donc vous voyez comme c'est simple. Alors en fait, la problématique, c'est qu'il y a quand même un bilan qui a été recommandé en France sur le plan cardiovasculaire en 2009. C'était donc il y a bien longtemps, bien avant ces nouvelles choses. Mais je pense que si on fait une visite, si on décide de la faire, c'est sûrement ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ce qui est recommandé pour les gens qui font de la compétition entre 12 et 35 ans, c'est un bilan médical, c'est-à-dire un examen clinique. L'examen clinique regroupe 2 choses, l'interrogatoire et l'examen physique. Ces 2 choses vont être réalisées et je vais faire un électrocardiogramme de repos lors de la première visite, puis tous les 3 ans jusqu'à 20 ans et ensuite tous les 5 ans jusqu'à 35 ans. Alors pourquoi tous les 3 ans jusqu'à 20 ans? Parce qu'il y a des maladies cardiaques génétiques, et comme on est dans la filière cardiogène, comme nous l'a dit le professeur Chevalier, eh bien il faut savoir que les maladies génétiques ne s'expriment pas sur le plan électrocardiographique ou symptômes forcément très tôt. Je peux très bien avoir une maladie génétique qui va se développer à 17 ans. C'est-à-dire que je fais un électrocardiogramme à un enfant de 13 ans, il est normal, et à 17 ans, il va devenir anormal, cet électrocardiogramme. Donc c'est pour ça que les cardiopédiatres qui se sont réunis avec nous quand on a établi ces recommandations nous ont dit il faut quand même répéter un petit peu l'électrocardiogramme. Et puis après tous les 5 ans jusqu'à 35 ans, vous n'avez pas l'habitude de participer à ce genre de réunion, on édicte des recommandations, là chacun donne son avis, on vote, et des fois c'est pas l'avis qu'on a qui est retenu parce que la majorité l'a retenu. Donc voilà ce qui est noté. Alors si tout est normal, il n'y a pas de contre-indication à la compétition. Si jamais il y a une anomalie, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'un enfant ou quelqu'un qui vient me voir qui me dit « l'autre jour, j'ai couru, je suis tombé dans les pommes, je l'examine, son électrocardiogramme est normal », je ne peux pas l'autoriser à continuer à faire du sport. L'électrocardiogramme n'a pas plus de valeur que l'interrogatoire et l'examen physique pour dire si c'est normal ou pas normal. Même façon, la personne ne se plaint de rien, l'électrocardiogramme est normal, j'ausculte le cœur, j'entends un souffle, je dois tenir compte du souffle. Donc dès qu'il y a une anomalie, je vais faire un bilan qui sera ciblé. Si tout est normal, j'ai mis cœur sain entre guillemets, parce que ça veut simplement dire que nos examens n'ont rien trouvé, ce qui ne veut pas dire que le cœur est forcément normal. Nos examens ont des limites. Et puis sinon, on fait le sport sans contre-indication. S'il y a une pathologie, on va proposer une attitude adaptée aux recommandations que vous verrez, je pense, un tout petit peu plus loin. Alors maintenant, quelle est l'efficacité? À quoi ça sert ce bilan? Alors j'essaye d'être toujours parfaitement honnête, parce que je le défends ce bilan. Ce bilan, il est très efficace pour détecter une pathologie cardiaque. Personne ne peut le nier. Parce que personne ne peut affirmer que ce bilan est efficace pour prévenir un arrêt cardio-respiratoire. Ce n'est pas la même chose d'avoir une maladie et d'empêcher que cette maladie un jour provoque un arrêt cardio-respiratoire. Donc ça veut dire que ce n'est pas une visite qui me permet de diminuer les accidents graves cardio-respiratoires.
il faut le reconnaître humblement. Par contre, comme je vous l'ai dit, avec ce bilan, je détecte 85% des pathologies cardiovasculaires qui n'ont pas de symptômes. Donc, je vais mettre... Oui ? Non, celui-là n'est pas tous les 3 ans. Enfin, ça c'est le bilan qu'on va faire tous les 3 ans. Mais autrement, ça c'était l'époque où on faisait une visite tous les ans. Mais là même, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a pris tous les 3 ans dans la recommandation. On fait un électrocardiogramme à chaque fois qu'il y a une visite. D'accord, mais est-ce qu'il est vraiment efficace si au final on fait tous les 3 ans? Alors, 2 solutions. Je fais mon bilan, il n'y a rien. Tout est normal. Tous les 2 ans, je remplis un questionnaire qui dit que je n'ai pas de symptômes. Donc, il n'y a rien de changé. Il n'y a pas besoin de refaire de visite. Si par contre, après qu'on m'ait fait mon bilan, je ressens une douleur dans la poitrine, sur le questionnaire, je mets que j'ai des symptômes, on refait une visite. De toute façon, normalement, quand j'ai des symptômes, je vais voir mon médecin que je fais du sport. Deuxième solution, je trouve une pathologie. À ce moment-là, j'ai un malade cardiaque, je vais le faire suivre par un cardiologue qui le verra peut-être tous les ans. Voilà. Alors ça, bien sûr, je vous le mets à votre disposition, je ne vais pas vous le lire, vous n'êtes pas cardiologue, mais c'est juste pour vous montrer qu'au niveau de la cardiologie du sport, nous nous sommes tous attachés en Europe et aux États-Unis pour aider le médecin. C'est-à-dire qu'on lui a proposé une analyse particulière de l'électrocardiogramme, parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure, le cœur, quand on fait du sport, va se modifier, et l'électrocardiogramme peut se modifier. Et donc, il faut connaître les particularités. Tout ce qui est vert, qui peut parfois perturber monsieur le médecin généraliste, c'est strictement normal quand on fait beaucoup de sport. Tout ce qui est rouge, c'est que ce n'est pas normal qu'on fasse du sport ou pas. Donc, je ne vous les détaille pas, bien évidemment, mais c'est des choses pour vous montrer qu'on fait le maximum pour prévenir les accidents qui peuvent arriver. Maintenant, je reviens à ce qui est fait en France. Pratiquement jamais l'électrocardiogramme. Pourquoi? Parce que les enseignants en médecine générale, et je le dis sans aucun problème, puisque ça fait des années que j'essaye de parler avec eux et qu'ils refusent de nous rencontrer pour qu'on parle avec eux, pour leur expliquer qu'on a changé, qu'on a aidé à la lecture de l'électrocardiogramme, disent l'électrocardiogramme, c'est trop compliqué. Ça sous-entend qu'un médecin généraliste ne sait pas lire un électrocardiogramme quand même, ce qui est un petit peu vexant pour eux, je trouve, et qui disent donc on ne fait pas l'électrocardiogramme. En fin de compte, quand vous faites l'interrogatoire, l'examen physique, vous détectez 15% des pathologies cardiovasculaires asymptomatiques. J'aimerais que le médecin qui fait ce bilan-là dise aux parents, vous savez, votre enfant, je ne trouve rien, mais j'ai 85% de chance de me tromper. 15%, je peux me tromper dans 85% des cas. Et c'est pourtant ce qui est fait dans la visite aujourd'hui. Donc cette visite, pour moi, ne sert à rien. Et d'ailleurs, aucune étude n'a montré que ça servait à quelque chose de faire l'interrogatoire et l'examen physique seulement sur le plan cardiovasculaire. Par contre, ce qui est toujours indispensable, c'est ça, c'est d'éduquer le sportif. Alors, je ne vais pas vous détailler les 10 règles d'or du Club des cardiologues du sport, vous les aurez, mes diapositives seront à votre disposition, bien évidemment, et vous avez détaillé les 10 choses qu'un sportif doit savoir. Par exemple, quelqu'un qui est fumeur et qui est sportif, ça existe, c'est pas rare, il doit savoir que c'est très mauvais de fumer dans les 2 heures qui précèdent ou les 2 heures qui suivent le sport. Moi, cardiologue du sport, ça m'intéresse parce que c'est un très beau modèle expérimental d'infarctus du myocarde. Donc, intellectuellement, ça m'intéresse. Mais je ne pense pas que ça intéresse le sportif de faire un électrocardiogramme parce qu'il a fumé dans les 2 heures qui précèdent ou les 2 heures qui suivent le sport. De la même façon, on a eu le grand débat au moment du Covid, vous l'avez entendu, oui, ils vont tous mourir, les sportifs, etc. C'est ce que certains ont dit. Ça s'est heureusement pas prouvé, pas confirmé, et la plupart d'entre nous ont pensé que ça ne se confirmerait pas. Quand j'ai le Covid, quand j'ai la grippe, je ne vais pas faire de sport intense. Parce que quand j'ai des courbatures ou de la fièvre, je risque d'avoir la courbature du cœur qui s'appelle la myocardite. La myocardite, c'est une infection d'une partie du cœur qui peut entraîner un trouble du rythme mortel. Donc on ne fait pas n'importe quoi, il faut quand même raison garder. Alors le deuxième problème, c'est la détection de l'infarctus du myocarde dont je vous ai parlé en introduction. Donc en réalité, quand vous regardez les causes de mort subite, que je ne vous détaille pas parce que vous allez avoir un cours après moi là-dessus, vous voyez en jaune, c'est tous les infarctus du myocarde qui sont responsables d'arrêt cardiaque. Et vous voyez qu'après 35 ans, c'est ce qu'on voit le plus. La plupart des arrêts cardio-respiratoires au sport, donc l'homme de 45 à 50 ans qui fait du sport de loisir, il fait un infarctus. Est-ce que je peux détecter
cet infarctus avant qu'il n'arrive. C'est ça qu'on nous demande quand même. C'est pour ça que je vous ai dit que je n'étais pas voyante, donc je ne vois pas dans l'avenir dans une boule de cristal. Parce que ce qui se passe, c'est ce que vous avez à droite. Vous avez ici, la flèche ne marche pas, c'est pas grave, mais vous avez ici à gauche le vaisseau. Ce que vous voyez en jaune avec les petites zones rouges dessus, c'est une petite plaque d'athérome à l'intérieur de la paroi. Et un jour, pour une raison X, Y, Z que je ne connais pas, qu'on ne connaît pas, cette plaque va se rompre pendant que je vais courir. Et à ce moment-là, tout le vaisseau est bouché, vous voyez tous les trous points rouges, ça obture le vaisseau. Mais ça, je suis incapable de vous dire pourquoi ce sportif qui a cette plaque-là peut-être depuis 5 ans, pourquoi elle a pété ce jour-là, et pas la veille, et pas le lendemain. J'en sais rien. Or, c'est ce qu'on nous demande quand même de dire. Et donc, on va nous dire, il faut faire des épreuves d'effort pour détecter, on va tester à l'effort et voir si la plaque se rompt, ou tout au moins, s'il y a une modification plus exactement de l'électrocardiogramme. Et donc là, je peux vous répondre très clairement sans aucun souci, parce qu'en fait, pendant toute ma carrière, je n'ai fait qu'explorer les gens à l'effort, que ce soit des échocardiogrammes d'effort, des épreuves d'effort, des holters, je n'ai fait que ça, et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, l'épreuve d'effort standard n'était pas un bon examen pour détecter cette plaque qui peut se rompre. Avant, nous n'avions que ça, donc on faisait cet examen, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que ce n'est vraiment pas le meilleur examen. L'épreuve d'effort est indispensable pour mesurer la capacité physique, pour évaluer d'autres choses. L'épreuve d'effort ne sert pas qu'à détecter ces plaques que je vous ai montrées. Et la preuve, c'est que vous voyez la grande barre bleue que vous voyez là, ça veut dire que dans 70%, 68% des cas, la plaque en question, elle obture seulement 50% de la lumière artérielle, donc très peu en réalité. Et ça, moi, l'épreuve d'effort ne peut pas le détecter. C'est impossible. L'épreuve d'effort, il faut au moins 70% d'obstruction. Donc, ce n'est pas que l'examen ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas détecter. Et donc, on va se retrouver devant l'idée que l'épreuve d'effort n'est pas une assurance tout risque. Pourquoi je marque ça? Parce que le sportif de 50 ans, à qui on fait l'épreuve d'effort, qui est normale, qui ne montre rien, lui part du principe qu'il n'a rien au cœur. Et quand le dimanche d'après, il va faire du vélo avec ses copains en pédalant comme un fou, quand il a mal dans la poitrine, il se dit c'est pas le cœur, parce que le docteur Carré m'a fait un examen il y a 8 jours qui était normal. Alors que ça peut très bien être le cœur. L'examen était normal il y a 8 jours, et 8 jours après, il va avoir cet infarctus qui risque de survenir. À partir du moment où on a compris ça, on se dit quand est-ce qu'on va faire une épreuve d'effort. Et là, c'est quelque chose qui va vous intéresser pour l'activité physique adaptée, non pas parce que c'est vous qui allez demander l'avis de l'épreuve d'effort, de demander qu'on fasse une épreuve d'effort, mais parce que vous allez comprendre quand est-ce qu'il faut faire ou pas une épreuve d'effort. Donc, on ne la fait jamais systématiquement. Donc, c'est une hérésie de dire après 40 ans ou après 50 ans, on fait une épreuve d'effort à tous les gens qui veulent faire du sport. Hein, c'est un examen qui est fait par un cardiologue. On est 6000 cardiologues en France à peu près. Vous imaginez le temps que les sportifs vont attendre pour avoir déjà l'épreuve d'effort. Surtout que ça n'apportera rien de plus. Par contre, je vais demander si d'abord c'est du sport intense qu'on veut faire. Alors sport intense, soit vous raisonnez en mètres. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec les mètres. Hein, le mètre, 3,5 millilitres d'oxygène par minute par kilo dépensé. Et c'est ce que vous dépensez là actuellement, un petit peu plus parce que vous m'écoutez avec beaucoup d'attention. Vous dépensez 1,2 mètres par exemple. Mais le plus simple, exercice physique intense, c'est je ne peux ni parler ni chanter pendant que je fais le sport. Voilà. Est-ce que je suis entraîné ou pas? Est-ce que mon examen et mon interrogatoire sont intéressants, sont normaux, et l'électrocardiogramme, puisque j'ai dit qu'il fallait faire un électrocardiogramme, sont normaux. Et puis après, je vais regarder le risque de mon patient. Est-ce que c'est un fumeur? Est-ce qu'il a du diabète? Est-ce qu'il a du cholestérol? Toute autre chose que l'on va faire. Un des impacts le plus élevés d'avoir un infarctus, c'est d'être vieux. Ce que je vous dis en d'autres termes, ça ne va pas vous surprendre, j'ai plus de chances de mourir quand je suis vieux que quand je suis jeune. C'est ça. Donc quand je fais du sport, 45-50 ans, j'ai plus de risque d'avoir un arrêt cardio-respiratoire que quand j'ai 20 ans. Donc l'âge doit toujours impacter. C'est pour ça que, à partir de 60 ans, je ne recommande jamais la vraie compétition, c'est-à-dire vouloir battre les autres, ce qui ne veut pas dire que je l'interdis. Quand le sportif me demande mon avis, je lui dis, écoutez, vous avez 60, 65 ans, 70 ans, vos artères coronaires, je sais qu'elles ont des plaques d'athérome, donc sachez que vous avez un risque. Je pense que vous pouvez faire du sport pour le plaisir, vous pouvez mettre un dossard, vous pouvez partir dans une compétition, mais vous n'êtes pas forcé de vouloir battre le jeune de 40 ans qui est à côté de vous dans le dernier sprint. Voilà ce que j'explique. Ce qui ne veut pas dire que c'est la vérité.
Donc je passe très vite, mais vous voyez, l'épreuve d'effort, elle doit être faite seulement si c'est un sportif qui fait du sport depuis longtemps, ou quelqu'un qui n'est pas sportif, s'il a des symptômes à l'effort, si l'électrocardiogramme est anormal, ou si jamais je retrouve dans sa famille des antécédents personnels de mort subite ou de pathologie cardiaque très grave, donc une maladie génétique potentielle, où là l'épreuve d'effort a un autre intérêt que les maladies coronaires. Alors il y a bien d'autres examens qui existent. On va vous parler de l'écho d'effort, qui est plus performant. On va vous parler d'une épreuve d'effort où on injecte des produits comme une scintigraphie à l'effort, du scanner coronaire, de l'IRM coronaire, etc. Mais ça, c'est impossible à faire sur des grandes populations. D'abord, ça coûte beaucoup d'argent et les appareils ne sont pas libres. Ça veut dire qu'on va faire des examens à des tas de gens qui veulent faire du sport et qui sont a priori en bonne santé, et pendant ce temps-là, on ne pourra pas faire les examens aux malades. Il y a quand même un juste équilibre à trouver, et surtout, aucune étude a montré que ça servait vraiment à quelque chose. Alors j'en reviens à l'activité physique adaptée, l'activité physique sportive adaptée. Eh bien, on nous demande souvent, il faut faire une épreuve d'effort chez tous les malades chroniques qui vont faire l'activité physique adaptée. La réponse, c'est non. Non. Il ne faut faire une épreuve d'effort que si vous faites de l'intensité élevée, c'est-à-dire je ne peux ni parler ni chanter pendant l'effort, et si j'ai un risque cardiovasculaire élevé ou très élevé, ici à droite. Donc c'est exceptionnel chez vos patients que vous aurez. Si vous prenez en charge des patients avec des maladies chroniques, généralement vous ne les emmènerez jamais dans cette intensité d'effort, ou alors là il faut vraiment que vous pesiez bien les risques et le pour et le contre quand même, et surtout il faut en plus qu'ils aient un risque cardiovasculaire élevé ou très élevé. Par contre, on fait toujours une épreuve d'effort s'il y a des symptômes, s'il y a un antécédent personnel, si jamais l'examen physique ou électrocardiogramme est anormal. Voilà les conditions dans lesquelles on va les faire. Alors enfin, pour terminer, peut-être le plus important de ce que je vais vous dire, même si ce n'est pas pour prévenir, ça ne fait pas partie du screening, vous devez tous et toutes vous former aux gestes de secours. C'est de mon point de vue inacceptable aujourd'hui que vous ne sachiez pas faire un massage cardiaque, surtout dans votre discipline. Et rappelez-vous d'une chose, c'est que ce n'est pas parce qu'on s'est formé à 25 ans que si vous avez besoin de vous en servir à 50 ans, vous saurez vous en servir. Donc il faut vous refaire des petits rappels régulièrement. Pourquoi ? Les gestes de secours, c'est simple, c'est appeler, masser, défibriller. C'est ce qu'on appelle la chaîne de survie. À droite, vous avez une étude qui a été faite par l'équipe d'Éloi Marijon à Paris, au Centre européen Georges Pompidou, sur 820 arrêts cardiaques. Et donc, vous voyez en haut à gauche, on prend la petite bannière de en haut, vous avez les témoins. Dans 95% des cas, quand il y a un arrêt cardiaque lors du sport, il y a un témoin. Et à droite, vous avez en haut toujours ceux qui sont intervenus pour masser ou pas. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup moins qui vont intervenir pour faire le massage. Si jamais vous faites un arrêt cardio-respiratoire dans une de ces trois villes, alors ça a peut-être changé depuis, c'est Dijon, Lille et Montbard, et qu'il y a un témoin qui est à côté de vous, vous avez plus de 40% de chances de survivre. Si vous faites un arrêt cardiaque dans d'autres villes, dont je ne donnerai pas le nom, pour vexer personne, vous avez moins de 10% parce que le témoin ne vous massera pas. Parce qu'il y a des villes où personne n'est formé aux gestes de secours. Tous les gens devraient être formés aux gestes de secours. C'est pour ça que je dis en riant que j'aime mieux aller faire mon footing à Lille qu'à Rennes, par exemple. Parce que j'ai plus de chances de survivre s'il m'arrive quelque chose. Donc pour conclure, soyons très clairs, pour screener le système cardiovasculaire, une visite sans électrocardiogramme ne détecte presque rien, donc elle ne sert à rien. L'efficacité de l'électrocardiogramme, c'est prouvé pour détecter, mais ça ne veut pas dire que c'est prouvé pour prévenir les morts subites. L'épreuve d'effort, ce n'est pas un examen performant pour détecter le risque de plaque coronaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire. Ça veut dire que si je ne la fais que pour détecter la plaque coronaire, je vais être déçu. Mais par contre, elle va me donner des tas de renseignements. Par exemple, quelqu'un qui devrait faire 200 watts sur un vélo, vu son niveau d'entraînement, il ne fait que 100 watts ou 150 watts, ça m'alerte. Et peut-être que c'est une pathologie coronaire qui est en cause. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'épreuve d'effort. Si c'est que pour regarder la plaque coronaire, ce n'est pas le bon examen. Actuellement, vous n'avez aucun bilan cardiovasculaire qui va vous permettre de prévenir 100% des arrêts cardio-respiratoires liés à l'effort. Aucune étude n'a encore formellement prouvé que la réalisation systématique d'une visite d'absence de contre-indication avait une quelconque efficacité sur l'arrêt cardio-respiratoire lié à l'effort. Aucune étude l'a montré. Et alors, pire de tout, c'est que sa répétition annuelle ne repose sur aucune base scientifique.
Quand je vois par exemple que nos footballeurs professionnels ont un échocardiogramme tous les ans, je ne vois vraiment pas à quoi ça peut servir. On pourrait peut-être leur en faire un tous les jours. Pourquoi une fois dans l'année? Et pourtant, c'est ce qui est mis en place. Par contre, on ne fait pas d'épreuve d'effort, parce que les footballeurs n'aiment pas trop l'épreuve d'effort. Alors qu'on aurait pu se dire, bah, peut-être que les tester à l'effort, vu qu'ils font beaucoup d'efforts, pas pour la plaque coronaire. Donc c'est pour vous dire que nous en sommes actuellement un peu dans le flou. J'ai pas honte de dire, quand je ne sais pas, ça m'ennuie, parce que j'aimerais intellectuellement y arriver, mais je ne sais pas détecter le patient asymptomatique qui risque ou pas de faire un arrêt cardio-respiratoire. Je vous rappelle que c'est très très rare d'en faire un, heureusement. Il y en a à peu près 800 à 1100 par an en France. Voilà, je vous remercie, je suis à votre disposition si vous avez des questions.